Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux, édition du 15 décembre 2024. Et qui dit décembre, dit temps des fêtes, dit surtout, pour moi, c'est Noël. C'est Noël des cadeaux, mais c'est surtout Noël parce que c'est le championnat mondial de hockey junior. Et qui de mieux pour en parler avec moi que Rick Springhetti? Salut Rick! Salut JB, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Je vais gagner votre animateur pour ce beau podcast. C'est Noël. Moi, j'ai du fun. C'est pour moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais selon moi, c'est le meilleur hockey de l'année. 100% d'accord avec toi. Tous les parties sont excitants. Il y a de l'ambiance, même la foule. La foule est en délire souvent dans ces tournois-là. Ils sont excités. Les jeunes sont là pour impressionner, pour épater la galerie. Ils ont une semaine à 10 jours pour vraiment donner tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de se concentrer pour une longue année. C'est pas un marathon, c'est un sprint. On donne tout ce qu'on a. C'est du hockey fabuleux à tous les années. Puis j'ai vraiment hâte encore cette année. Ouais, puis on sent que les patrons de jeu sont là, mais l'exécution n'est pas encore là. Fait que tu as plein d'erreurs, tu as plein de gaffes, tu as des ouvertures dans des séquences que normalement dans la Ligue nationale, tu verrais jamais. Puis les gars, ils se donnent. C'est fou la différence de dire « Ah, c'est pas une game un mercredi soir, 2-2 à Columbus. » Bon, c'est en les fins, c'est ça la vérité. Puis on va en parler un peu plus tard lorsqu'on va parler d'aliments, parce que tu as peut-être un bon point sur les erreurs puis du jeu, des fois, qui sont un peu décousues, mais ça l'a vraiment affecté, je pense, la façon, surtout que les Canadiens ont monté leur équipe, puis on va vraiment pouvoir en parler plus en détail. Oui, ben c'est ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Malheureusement, au moment où est-ce qu'on enregistre, on n'a pas les alignements de toutes les équipes. On a l'alignement préliminaire des États-Unis. J'ai été en mesure de trouver la même chose pour la Finlande, mais c'est pas nécessairement nos points de mire. Là. Les gros espoirs, on est quand même capable d'en jaser malgré tout, là, parce que les gros espoirs mondiaux seront là. Il y a à peu près juste le Canada qui est capable de laisser de côté un Beckett-Sénéquet. Moi, je la comprends pas. Puis je sais pas si tu as vu la stat, comme les 4 matchs après, le fait que ça a été dévoilé, qu'il n'était pas invité, le gars, il a inscrit en 3 ou 4 matchs, genre 16 points. Là. Il a vraiment, je pense qu'il voulait pas regretter la décision. Comme toi, je ne la comprends pas, celle-là. Ça me met à terre un peu. Je pense que pour l'équipe Canada, c'est toujours un peu la même chose. À tous les années, il y a une certaine inquiétude de prendre des joueurs qui sont très talentueux, mais qui peuvent être imprévisibles dans leur décision de jeu. Et ils sont allés vraiment avec des joueurs qui sont très prévisibles. On sait quoi s'attendre. C'est des joueurs qui sont, en anglais, on dit très coachable. Alors, on va leur donner une tâche, ils vont pas la tâche comme on leur demande de faire. Mais c'est de valeur parce que tu parles du terrain vraiment intéressant de ce côté-là. C'est vraiment, pour moi, une grosse perte. Beckett-Sénéquet. Il y a d'autres joueurs que je peux comprendre pourquoi ils n'ont pas fait équipe Canada. Les joueurs de talent, je vois le point de vue. Mais celle-là en particulier, je ne l'ai vraiment pas compris. Je suis vraiment pas d'accord du tout. Ouais, non. OK. Je vais partir avec ça, là, puis tu n'as probablement pas la réponse, mais tu sais, tu es un gars beaucoup plus d'espoir que moi. Là. Tu connais ça bien plus que moi. Je veux que tu m'expliques pourquoi Team Canada fait pas juste se dire on part avec tous les gros boulets de canon, on va en marquer 400 dans le tournoi, on s'en fera donner 150, c'est pas grave, mais on va gagner, on va écraser tout le monde. Pourquoi cette stratégie-là chez Team Canada de monter un club d'hockey au lieu de monter une powerhouse qui écraserait tout sur son chemin? C'est une question ou pas que je me pose, puis j'essaie de visualiser ça, je veux dire, sur beaucoup d'angles. Je pense qu'une réalité qui est très importante, un peu comme j'ai fait allusion maintenant, c'est que un affaire intéressante, c'est que les joueurs de talent, des vrais compteurs, des gars, des créatifs, ils ont besoin de toucher la rondelle beaucoup. Ils ont besoin d'être sur la glace beaucoup. Le timing doit être 100% parfait. La vision doit être à jour.
Ils ont besoin de beaucoup de glace. Le problème avec un tournoi comme ça, c'est que c'est pas tout le monde qui peut être sur la première et deuxième unité d'avantage numérique. Des joueurs de talent, des fois, sont pas vraiment à l'aise à jouer à désavantage numérique. Ou ils sont pas à l'aise de jouer 10-12 minutes dans une partie parce que c'est serré sur le quatrième trio. Alors, c'est obligé de mélanger, d'avoir des rôles. Puis les entraîneurs veulent savoir à quoi s'en tenir sur différentes situations. Alors, tu veux mettre un joueur de talent, là, encore là, comme Beckett Seneca, qu'est-ce que tu fais s'il y a des avantages numériques? Et souvent, c'est des joueurs qui jouent jamais en désavantage numérique, sont mal à l'aise dans ce rôle-là. Mais je suis d'accord avec toi dans la mesure que je pense que le Canada est allé un peu plus loin qu'il était nécessaire. Là. Tu pouvais avoir, mettons, 9 joueurs avec beaucoup de talent, du firepower, puis peut-être avoir un trio plus défensif, plus lourd, des joueurs de rôle là, qui sont capables de jouer. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Là. C'est un peu exagéré d'après moi. Il y en a vraiment surtout beaucoup. Même en défensive. On dirait qu'il y a environ 5 ou 6 défenseurs qui sont two-way, safe, font pas d'erreur, font pas nécessairement des jeux spectaculaires ou ne sont pas super créatifs. Mais il en manque. Il pourrait y en avoir plus, je pense, puis de pas perdre cet esprit-là. Alors, c'est de valeur de ce côté-là, puis je suis pas toujours en accord avec ça, ben c'est leur décision, mais je pense que la raison, c'est vraiment ça, c'est qu'ils veulent être sous contrôle. L'entraîneur veut couvrir toutes ses armes. Il va avoir du talent, il va avoir du jeu défensif, il va avoir des gars lourds, il va avoir des gars de rôle. Ils veulent tout avoir dans l'équipe. Alors, il essaie d'avoir un peu de tout. Ouais, je comprends. Je comprends, mais c'est un do or die. Si tu me dis que c'est une série 4 de 7 puis que ces occasions-là vont se répéter à multiples reprises, tu mentionnais le désavantage numérique. Moi, j'ai pas de trouble. C'est un spécialiste de désavantage numérique. C'est une série de 4 de 7, de 3 rondes, puis de 4 rondes. Puis là, c'est une guerre de tranchées. Mais là, c'est juste l'équipe qui en marque le plus dans un soir donné. Allez pas, mais je pense ici que Montréal sont en train de... le Canada en a planifié plus loin dans le tournoi. Alors, c'est sûr que des équipes comme la Suède, la Finlande, les États-Unis sont capables de défendre contre beaucoup de situations. Et le Canada veut s'assurer de ne pas être pris à ne pas être capable de répliquer à toutes les stratégies possibles. Alors, mettons, je regarde l'équipe américaine, elle est lourde. Elle est vraiment bien. Alors, d'après moi, le Canada se dit, mais si on utilise juste des joueurs de talent, de finesse, peut-être ça peut épater, puis on n'a pas cette personne-là ou ce groupe de joueurs-là qui est capable de répondre à ça. Ça, c'est leur point de vue. Je dis pas que je suis d'accord, là. Je dis juste c'est la façon que les autres voient ça. Encore là, tu peux avoir un peu de joueurs de soutien ou des joueurs qui sont capables de jouer un rôle de soutien, mais je pense que tu aurais pu en mettre un peu plus de talent là-dedans, d'après moi. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été influencés par la ville où est-ce que ça va se passer, vu que c'est à Ottawa. Ils sont dit, on peut pas avoir tant de plaisir que ça finisse de bonne heure. Faut pas qu'on soit sur le party. En plus, c'est à Canada. Fait que faut être tranquille, OK? On reprend l'autoroute après, on retourne à la maison, tout le monde est content, paisible. Non, mais sans farce. Ça n'a pas de lien avec la ville, là. Partez pas en peur, c'est pas une vraie, là. C'est pas une vraie. D'abord, c'est une belle ville. C'est juste difficile à sortir de cet aréna à la fin d'une partie, là. J'habite dans le coin, tu sais, puis j'ai un pont à littéralement 5 km de chez nous pour traverser du côté d'Ottawa, puis c'est impossible. C'est pas allable des soirs de semaine à aller au hockey. J'ai hâte, les plaines, le Breton, on va l'avoir, excuse-moi, Rick. J'ai hâte à ce projet-là. Ça peut débloquer, là, ça va dynamiser le centre-ville de Gatineau et de Ottawa. Absolument. D'en reparler. Premier match, ça se passe le 26 décembre. C'est contre la Finlande. Le Canada qui est dans le groupe A du tournoi, qui comprend justement la Finlande, l'Allemagne, la Latvia, ça c'est la Lettonie. Je ne vais pas me tromper de Lettonie. Et les États-Unis. Alors que le groupe B, la Tchéquie, le Kazakhstan, la Slovaquie, la Suisse et la Suède. Le Canada n'a pas pogné le groupe facile. C'est comme un peu. En plus, je peux voir la façon que tu peux faire, mais bon, c'est ça. Il va falloir que tu sois prêt dès le début, mais c'est un peu surprenant. La Finlande va être un test intéressant parce que c'est une équipe qui est quand même, très structurée et ils ont pas mal de joueurs qui jouent en Amérique du Nord en ce moment.
Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce que le Canada va répondre. Il va falloir qu'ils sont prêts dès le début. Ils ont quelques joueurs de blessés. Mr. Cowan, on pense qu'il va être, il va faire partie de l'alignement, mais il a été blessé juste avant les parties de pratique ou le camp d'évaluation. Et c'est un joueur quand même assez important dans l'équipe. Mais je pense que ça va être bon pour eux autres de commencer de cette façon-là, de pas niaiser, de se mettre sur le jeu puis de tuer. Alors, ça va quand même être un beau défi puis une belle façon de commencer le tournoi pour le Canada. On va savoir rapidement s'ils sont prêts à faire ça la musique. Mhm. OK. Il y a des gros joueurs dans ce tournoi-là. Je veux que tu me sortes, mettons, ton top 3 des attaquants qui vont t'intéresser le plus, peu importe l'équipe. Là. Peu importe ceux-là que tu te dis, si tu es un amateur de hockey qui aime les espoirs, c'est qui que tu dois avoir sur ton radar. Puis on va faire la même chose pour les défenseurs, puis après ça, les gardiens de but. Je veux qu'on soit en mesure de rendre ce tournoi-là plus tangible pour les gens. Aller au-delà de, on prend le Canada parce qu'on est Canadien, oui, fine, mais c'est intéressant de regarder le talent pour ce qui a déjà été sélectionné ou ce qui sera sélectionné au repêchage pour la Ligue nationale. Bon, là, pour moi, encore repêché, puis il ne sera pas repêché cette année. Évidemment, ça commence avec Gavin McKenna. C'est du poussage sur la glace. Capable de tout faire. Créatif comme il y en a rarement. Rapide comme il y en a rarement. Des superbes mains. Et le joueur le plus électrisant que tu vas avoir pour moi, je suis certain cette année. Il va être sur le premier trio, même à l'âge de 16 ans. Puis ça va être le joueur à surveiller en attaque. Très certainement. Je pense qu'on peut aussi regarder aux côtés de Gabriel Perreault avec les États-Unis. Oui, c'est un choix des Rangers. Par les Rangers. Ouais. Oui. Et c'est un joueur encore là qui utilise la glace ouverte très bien, très créatif avec son jeu de passe. Il est capable d'attirer des joueurs sur lui et faire des jeux intéressants. Alors, il va jouer évidemment avec Ryan Leonard, qui est son partenaire de toujours à l'autre aile. Alors, ça va être très intéressant. Il s'en met un qui va être repêché cette année. Évidemment, un autre Canadien. Porter Martin va être dans le top 5 probablement. Un gros gars qui est impoli, irrespectueux, puis je dis ça de la bonne manière. Il rentre dans le tas. Il tire, toujours capitaine. Il était capitaine du moins de 18 ans l'année dernière. Il les a menés au championnat. Capitaine avec son équipe de la OHL. Alors, c'est 6 pieds 3, il est 210 000, puis il aime frapper, puis ça ne dérange pas de se faire frapper, mais c'est un gars vrai content. Mais là, tu me dis impoli, j'adore l'image. Il n'y a pas besoin d'avoir de galanterie, il rentre dans le tas, ça, on le comprend tout de suite, mais j'ai le goût de te demander, il ressemble à qui dans la Ligue nationale? Un impoli à la, les Ketchup ou oui. Okay. Le premier nom qui me met à l'esprit, là, c'est un type Ketchup un peu. Mais je pense en contrôle de ses émotions aussi, par exemple. C'est un gars qui va pas nécessairement perdre les pédales encore là. Capitaine du moins de 18 ans l'année dernière, il les a menés au championnat. Capitaine encore dans la OHL avec son équipe. Toujours un leader dans toutes les équipes avec lesquelles il joue. C'est un gars qui protège ses coéquipiers, puis en même temps, c'est le type de gars qui est capable de carrer ses coéquipiers en même temps s'il faut. On dirait que même s'il perd le contrôle, les sans guillemets, il garde le contrôle aussi. C'est comme pratiquement planifié. Je vais avoir l'air comme si je perds le contrôle, mais je n'irai pas trop loin pour pas mettre mon équipe dans le trou. C'est un gars que je trouve est intéressant de ce côté-là, mais ça va être intéressant de voir aussi dans quel trio qu'on va le mettre sur ce joueur-là. J'aimerais bien le voir avec un Betty Canton, mettons, un joueur super rapide, petit, zigzag à gauche et à droite, parce qu'il va pouvoir préparer les jeux pour Porter Martin, mais on verra. Je veux dire, c'est dur à savoir ce qu'on va faire pour le moment, mais c'est un joueur qui est assez intéressant. Est-ce que tu dirais que Martin, c'est le genre de gars qui rend ses coéquipiers plus gros ou c'est le genre de gars qui va mettre ses coéquipiers dans le trouble? Tu sais, qu'il allume des feux, mais finalement, il ne répondra pas ou... Non, il n'allume pas des gros feux. Tu sais, c'est comme je dis, il va un peu pousser la note si ça peut intimider l'adversaire, si ça peut donner quelques pouces à ses coéquipiers, mais c'est pas le gars qui va perdre le contrôle ou qui va faire couler son équipe non plus. Là. C'est, comme je dis, il y a une raison pourquoi il est toujours le capitaine, puis c'est cette raison-là, c'est qu'il est capable de bien gérer les émotions. Mm-hmm.
Gavin McKenna, c'est un 16 ans, il va être sur le premier trio, ça va être le joueur étoile en attaque du Canada. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute de ce côté-là, à moins qu'on gère ça comme tu dois gagner tes galons, tout ça. Ça s'est déjà vu, là, on s'entend avec Hockey Canada, mais je ne pense pas que ça va être ça avec lui. Moi, j'entends des affaires comme c'est Connor McDavid une petite coche en dessous en termes de qualité de talent. Est-ce que tu es prêt à aller là, toi, et par extension, si tu étais un club, là, je dis n'importe quoi, là, dans la seule équipe d'une province francophone du Canada qui essaie de se sortir qui veut être dans le mix, mais qui ne l'est pas, là, est-ce que tu dirais attendant encore l'année prochaine pour ne pas être dans le mix pour avoir une chance de le repêcher? Écoutez, j'aime pas utiliser le mot Connor McDavid comparé à n'importe quel joueur, mais il doit avouer que c'est quand même pas irréaliste de penser que c'est dans le même stratosphère là, de type de joueur qui est dynamique à ce point-là. Je veux dire, au-dessus de ses affaires, il est capable de tout faire. En termes d'attendre à l'année prochaine, on verra, là, parce que finir en dernier, c'est quand même une loterie, là. Je veux dire, tu peux finir troisième, puis tu peux choisir troisième, mais tu gagnes la loterie, puis tu es premier. Et je n'irai pas jusqu'à ce point-là, là, mais c'est un gars qui peut changer un peu le look de ta franchise. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps, là. Il est quand même 6 je pense, puis il y a des autres, je pense, 185 000 qui a 16 ans, alors c'est pas un gars qui va prendre beaucoup de temps. C'est pas la même situation que, mettons, Connor Bedard à Chicago, qui est tout seul, mais qui n'a pas le poids non plus physiquement de tout prendre cette pression où est-ce que tout le monde est centré sur lui. Qui n'a pas la même vitesse aussi que Gavin McKenna. McKenna est vraiment plus rapide, plus fort, réagit plus rapidement aussi. Alors, c'est un joueur vraiment spécial. Ouais. J'ai l'impression que les Blackhawks de Chicago, ils sont, dans leur tête, ils sont vraiment bons. Ils ont tous les chevaux à la bonne place, alors que je le vois tellement pas. Pour moi, les Sharks de San Jose, je disais ça à mon chum Jerry l'autre jour. D'après moi, ils ont eu un cheat code au dernier repêchage parce qu'ils ont Sam Dickinson, selon moi, le meilleur def du repêchage, et c'est McLean Celebrini qui était le meilleur attaquant. Comme les autres, ils ont fait comme allez-y, là, ramassez-les, les bons, nous autres, on va s'arranger, OK, on vous donne une chance. C'est super bien parti pour San Jose, puis Sam Dickinson était, je pense, le deuxième que j'avais classé, mais il était juste, j'avais classé, je pense, incorrect troisième, juste parce que le côté dynamisme était juste un peu meilleur, puis je vois, d'après moi, si tout va comme il faut, parce qu'on est loin de ça, c'est qu'à 25 ans, il va être un joueur, je pense, assez spécial, mais on parle de un ARB, là. C'est pas les différences qui sont énormes du tout. Dickinson est capable de tout faire, il est capable de jouer longtemps, il est capable de jouer des grosses minutes, il a le physique aussi de l'emploi. C'est un joueur fascinant, mais encore là, ça peut être une équipe et ils viennent de commencer leur reconstruction, alors il faut que tout va comme il faut. On a vu des équipes qui ont choisi souvent dans le top 5, puis ça s'en sent bien pas mieux. Là. Anaheim, ça ne semble pas fonctionner non plus, puis pourtant, je regarde la liste de joueurs, et je dis, mon Dieu, vous avez choisi beaucoup de bons jeunes joueurs, vous avez tout ce qu'il faut, mais ça ne casse pas non plus, là. Ouais. La maturité peut arriver tout d'un coup, parce qu'après quelques années, c'est clic, les joueurs-là, ils sentent ce qu'ils doivent faire, puis d'un coup, ça part, mais c'est bien parti pour San Jose. Je leur donne ce que je dis, c'est un beau repêchage qu'ils ont fait. Ouais. Anaheim, pour moi, ils ont le même problème que les Sénateurs. On dirait que chaque partie, individuellement, est meilleure que combinée ensemble. 100% d'accord. C'est une excellente façon de voir les choses. Je pense que j'espère que ça va venir ensemble pour les autres éventuellement, mais je pense que ça prendrait aussi un peu d'aide dans le défensif, juste en termes de quelques jeunes joueurs qui ont de la misère. Quand tu construis une équipe, moi, j'ai toujours eu ma philosophie, autant que possible au début, choisis beaucoup de défenseurs. Commence avec ça. Parce que les défenseurs prennent beaucoup plus de temps à spawning que les attaquants. Alors, donne-y un peu de lousse au début, là. Donne-y quelques pas d'avance là, avant que les attaquants viennent pour que les joueurs piquent un peu en même temps. Et lorsque tu as une équipe qui se construit surtout par les attaquants, souvent, ils ont de la misère à passer à travers parce que les défenseurs sont pas prêts. Puis une fois que les défenseurs sont pas prêts, c'est très difficile de gagner des parties. C'est vraiment la position la plus difficile dans la Ligue nationale, c'est les défenseurs. Mm-hmm. Tu parlais tantôt que tu avais Zane Parek au 3e rang. Moi, je disais, mon humble avis, c'est que Sam Dickinson est
mais c'était le meilleur défenseur qui était disponible au repêchage. On va s'ostiner jusqu'à la mort, OK? Toi? Non, c'est pas vrai. Je Jusqu'au... pense que les gens étaient d'accord avec toi qu'avec moi, ben honnêtement, je pense que c'est peut-être moi qui m'est trompé sur ça. non, c'est... Pour vrai, on ne s'ostinera pas, là, c'est bien correct. Sauf que Équipe Canada ont décidé de ne pas sélectionner Zane Parekh, mais d'avoir Sam Dickinson. Selon toi, qu'est-ce qui explique ça, cette décision-là? Moi, je l'ai perçu comme le côté défensif qui était plus à risque pour Parekh. 100% d'accord avec toi. C'est pas mal ça, pratiquement complet. Mais aussi, je pense que le Canada s'est mis dans la tête qu'un gars comme Zane Parekh, ça prend plus d'adaptation pour son coéquipier à la défense et pour les attaquants de suivre la façon qu'il est ici. Les plus créatifs, bon, les plus imprévisibles. Ça peut prendre 7 à 8 parties pour tout le monde de se mettre à point de la façon qu'il joue. Mais t'as pas 7 à 8 parties pour attendre que le joueur s'intègre dans l'équipe. Et c'est peut-être ce qui a beaucoup causé la porte à Zane Parekh. Puis, écoute, c'est ici un tournoi où est-ce que souvent les joueurs sont un peu plus âgés. J'ai l'impression que l'année prochaine, Zane Parekh va être une partie importante du tournoi mondial junior pour le Canada. Mais je pense que c'est une raison importante. C'est vraiment ça. C'est le côté imprévu de son jeu. Puis on se comptera pas de blague, là. C'est un joueur assez prêt. Fait des erreurs défensivement. Alors, quand t'as à faire face avec des gros joueurs lourds qui trempent dedans longtemps et souvent, à la fin de la partie, c'est là où est-ce que tu as tendance à faire des erreurs, puis ça inquiète Team Canada beaucoup. J'adore pas leur défensive à droite, bien honnêtement, là, je suis pas vendu, mais c'est tous des gros joueurs. On sait à quoi s'attendre. Je pense qu'ils veulent que leurs défenseurs soient des défenseurs défensifs, puis l'attaque va mettre des attaquants. Et je pense que c'est la façon qu'ils vont confier ça. Ben, Dickinson, il y a une quarantaine de points cette année. Oui. Il y a quand même une c'est comme après ça, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui triplent l'offensive. Oliver Bonk est un bon défenseur, mais on s'entend que c'est pas un grand défenseur offensif. Andrew Gibson est un défenseur surtout défensif qui est capable de faire une relance. J'aime beaucoup Tanner Molendyk, beaucoup plus que d'autres personnes l'ont aimé à son année de repêchage, mais c'est aussi un défenseur gaucher. Alors, ça fait que tu as beaucoup de ton côté offensif du côté gauche, mais tu n'en as pas beaucoup du côté droit. Puis le troisième défenseur à la gauche, probablement, ça va être Matthew Shaper. Alors, ton offensif va peut-être aller du côté gauche pour l'équipe Canada, mais il n'y a pas grand-chose du côté droit, je pense pas. Ouais. Donc, tantôt, je te demandais les 3 attaquants à surveiller pour les gens. Maintenant, les défenseurs. Moi, je mets mon veto. Sam Dickinson, c'est mon petit chaton adoré là, pour ce championnat-là. Mais il y a, exemple, Matthew Schaefer qui est en course pour le premier rang, prochain repêchage. Toi, ça serait qui là, les 3, mettons, noms que tu mettrais de l'avant pour les gens en défensive? On vient d'en mentionner 2, puis on se comptera pas de blague. Là. Sam Dickinson va être le défenseur, je pense, numéro 1 du Canada. Ça va être le gars qui va gérer l'équipe. Il y a un avantage aussi pour Sam Dickinson, peut-être que d'autres qui n'ont pas, c'est que son partenaire à dépenser va être Oliver Bonk, son coéquipier avec London de toute façon. Alors, tu as déjà, non seulement il est super talentueux, là, je n'enlève pas ça, mais comparé à d'autres défenseurs, il va être déjà à l'aise avec un partenaire qui connaît, qui est en confiance. Alors, ça part bien pour lui. Ça va être le défenseur du tournoi, 6 pieds 3, 220 livres. Il est capable de jouer beaucoup de minutes. Il triple l'offensive. Il est bon défensivement. Il relance bien le jeu. Il va tout faire, puis je pense avec le gars qui va jouer le plus de minutes à la défensive, je vais être très surpris. Remarque que, encore là, on dit à gauche, ça va être dur à savoir parce que le gars encore là, comme Tanner Molendyk, qui est pas si gros, a été choisi, je pense, 25e par Nashville en 2023. C'est un défenseur aussi qui est un super bon patineur. Latéralement, de reculons, il est capable de bouger très, très bien de tous les bords, tous les côtés. Il relance bien le jeu aussi. C'est un gars qui est habitué à jouer beaucoup de minutes. Par tous les équipes que joué, il a joué beaucoup de minutes, mais encore là, un autre défenseur gauche. Puis le troisième défenseur gaucher, ça va être Matthew Shaper, qui est absolument spectaculaire. Encore là, un joueur, un très, très beau patineur. Un gars qui sait prendre des risques. Il prend des risques qui ne sont pas des risques. Alors, il va foncer vers le filet à toute vitesse s'il sait qu'il y a une opportunité. Et habituellement, il ne se trompe pas. Si jamais quelque chose brise dans le jeu, ben, il est assez rapide pour revenir et de se remettre en défensive très rapidement. C'est un gars avec beaucoup, beaucoup de caractère.
Il a vécu des moments très difficiles l'année dernière. Sa mère a eu le diagnostic du cancer. Malheureusement, elle est décédée lorsqu'il avait 16 ans. Il n'était pas proche de la maison. Mais il a fait face à ça avec une incroyable maturité. C'est un gars qui est à l'aise dans les moments difficiles ou dans les moments très importants pendant une partie. Matthew Shaper, je pense pas qu'il va avoir beaucoup de minutes juste à cause de son âge, mais pas à cause de son jeu, mais je pense qu'ils vont vouloir le protéger un peu. Mais c'est un défenseur très, très spécial. Juste pour placer les gens, c'est un des 3 16 ans de l'équipe. Il y a le gardien Jack Yankovic et Gavin McKenna, qu'on parlait tantôt. Gavin McKenna, comme c'est un attaquant plus de lousse, mais en défensive, normalement, l'équipe Canada va tenter de limiter les erreurs et donner plus de temps de glace à des gars qui ont un peu plus de vécu. Là. On dit souvent que c'est un tournoi de 19 ans, il est là à 16, là, comme défenseur. Fait. C'est incroyable. Puis ça n'arrive pas souvent. Dans ce cas de Ivankovic, c'est vraiment, il va juste être là pour suivre la parade, voir comment ça se passe, lui donner une chance de se préparer parce que c'est un tournoi très fait, rempli de pression pour un gardien. On sait bien qu'un gardien fait une erreur, puis ça peut couler tout pour le titre. Alors, je pense qu'il va juste avoir dans les parages, voir comment ça se passe, se mettre à l'aise dès le début. Et je pense que ça va juste être ça, son rôle dans l'équipe. Les défenseurs de l'équipe Canada sont vraiment excellents. Je pense qu'ils le sortent. Pour la Suède, par exemple, il y a quand même Axel Salmon Panika qui joue avec, qui était repêché par Détroit. Un petit défenseur, mais très, très dynamique, très, très amusant à voir. Puis je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience depuis le dernier tournoi. Distribue bien la rondelle. Alors, ça va être un défenseur un peu à surveiller pour la Suède. OK. Côté gardien de but, là, 3, c'est peut-être beaucoup, là, mais mettons 2 à surveiller. Écoute, je dirais pratiquement qu'il y en a vraiment un à surveiller. Ça va être avec l'équipe Canada. C'est un gars qui joue bien dans son équipe senior. Et dès qu'il y a un tournoi, il devient magistral. Il adore la pression. C'est donne-lui beau let's go. C'est une partie importante. Septième partie finale pour la médaille d'or. Ça va être vraiment, je suis dans mon élément, je suis capable d'y aller. Il n'y aura pas de problème. Dans le monde du hockey, pratiquement international, c'est de plus en plus difficile à trouver des bons gardiens. C'est vraiment une position de plus en plus, non seulement au Canada puis au Québec, on en parle beaucoup, mais juste n'importe où. On a beaucoup plus de misère à trouver des bons gardiens. Alors, c'est pour ça, lorsque je dis que Carter George sort du lot, c'est un petit gardien comparé à d'autres. Je pense que seulement 6 pieds, c'est pas vraiment à la mode pour les gardiens d'être si petits. Mais, encore là, dans le tournoi mondial junior, il est à l'aise, il sait à quoi s'attendre, c'est pas difficile pour lui. Puis, il est capable de faire face à quel lancer, mais lorsqu'on a besoin de lui, il est capable de faire des arrêts. Ça peut sembler anodin, mais souvent les gens vont dire c'est facile de recevoir beaucoup de tirs au but, mais c'est très difficile pour un gardien de ne pas recevoir beaucoup de tirs au but. C'est une partie serrée. 3e période, l'attaque adverse commence à mettre une tonne de pression, puis tout d'un coup, tu dois être prêt à faire face à ça. George, il est très capable de faire ça. Si on doit trouver un 2e gardien quand même, Trey Augustine de programme américain, un peu la même affaire, il se fait bien dans les tournois, gardien repêché par Détroit, spectaculaire. Un peu la même affaire, il n'est pas très grand comparé à d'autres gardiens, mais il fait toujours le travail comme il faut, alors c'est un bon gardien sur le liste. Mm-hmm. Qui volait régulièrement. C'est comme si lui, c'était le gars pour le poste de gardien de but, pour les équipes américaines. C'était le gars. Puis Jacob Fowler, même s'il était dominant, n'a jamais été en mesure d'avoir cette chance-là de se faire valoir. C'était le gardien numéro 2. On verra qui aura la meilleure carrière. Moi, j'aime à rappeler aux gens que Trevor Kidd a déjà pris la place de Martin Brodeur. Qui a la meilleure carrière? Si tu t'y mets Trevor Kidd, c'est déjà un bon point. C'est des tournois de juniors, fait que c'est correct aussi. Ouais. Parmi là, les retranchés chez l'équipe canadienne, là, Zane Parek, Andrew Crystal, Beckett Seneke, qui tu penses qui va manquer le plus au Canada? Qui qu'on pourrait regretter de ne pas avoir fait appel. Puis là-dedans, je ne mets pas T. Higgins là parce qu'on a appris entre-temps qu'il a été opéré puis il va manquer le restant de la saison. Donc, il n'aurait pas été là de toute façon. Là. Ouais. Caden Lynchard, c'est la même affaire avec des problèmes de dos. Je pense pas qu'il a commencé à patiner encore, là, à ce que je sache. Alors, c'est une autre option. Je dirais que c'est Beckett Seneca, je crois. Parce que c'est pas seulement
que c'est un excellent joueur offensif, mais il est quand même assez grand à 6 pieds 2. Il est très rapide. Le jeu de transition dans ce type de tournoi est tellement important. Je pense qu'il a eu sa place d'une façon assez importante dans cette équipe-là. Je suis vraiment assez déçu. Je sais qu'Adu Christophe fait quand même beaucoup de points dans le junior en ce moment. Mais pour moi, c'est un gars qui va faire des points dans le junior. Je vois pas un joueur de la Ligue nationale qui va produire s'il n'est pas très gros, il n'est pas très fort, il n'est pas très rapide. Oui, il y a une vision de jeu, il y a des instincts offensifs, mais dans ce type de tournoi, je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup d'importance parce que, encore là, t'as les gros joueurs américains, leur frappé constamment, leur piné dans le bas constamment. Je sais pas si on avait été capable de faire face à ça beaucoup, mais je pense que Seneki est le gars que je manque le plus. On n'a pas, j'ai pas considéré Incorrect aujourd'hui. Encore là, à cause de son côté un peu imprévisible. Peut-être avec un autre, peut-être qu'il voulait pas mettre un gars comme Schaefer avec lui. Peut-être qu'il trouvait ça l'inquiétait un peu aussi d'avoir cette responsabilité à Schaefer de couvrir un peu pour Incorrect. Je pense qu'ils ont pensé un peu à ça. Le 16 ans. Hey, occupe-toi du vieux qui est du plus vieux. Tu peux être très imprévisible. Tu penses aller à la balle, puis tu perds la rondelle, tu t'en vas à l'équipe adverse, puis tu regardes à ta droite, puis c'est ton autre défenseur à côté de toi, tu dirais, qu'est-ce que tu fais là? Mais en même temps, je me dis qu'encore un gars comme Andrew Gibson, il est 6 pieds 4, il est 215 livres. Il t'en même pas beaucoup d'attaques, mais il est capable de faire une bonne première passe. Je pense que c'est pour ça qu'il fait partie de l'équipe. Puis encore là, tu vas regarder la grandeur et la grosseur et le côté physique de l'équipe américaine. Puis peut-être c'est pas une mauvaise décision d'avoir un gars comme ça dans ton alignement parce que tu peux avoir quelqu'un qui va couvrir le gardien adverse. Ton gardien, ça veut dire, ou tu vas avoir quelqu'un qui va aller chercher la rondelle dans le coin parce que si tu as seulement des attaquants, les choses que l'équipe va faire, c'est qu'ils vont pitcher la porte dans le coin constamment puis ils vont constamment rentrer dedans. Ça peut être difficile à la longue. Alors, peut-être un ou deux gros défenseurs, ça a réussi. Puis, je pensais pour ça que Incorrect n'est pas dans cette équipe-là. Là, tu fais, je pense que c'est 3 fois ou 4 fois que tu évoques la grosseur de l'équipe américaine. Puis, je comprends là, que c'est bien important. Ils vont être dans le chemin. Ça, c'est sûr pour une médaille d'or. Ce club-là est à battre. Explique-moi pourquoi. J'en reviens sur Beckett Seneke. 6 pieds 4. Lui, il est laissé de côté, mais Luca Pinelli, 5 et 9, 37 points en 26 games, moins 1, joueur de centre, 5, je répète, là, 5 et 9, ouais. Puis lui, il est là. Là, dis-moi que tu as vu de quoi de magique, puis qu'il y a personne. Moi, je comprends pas. C'est. Écoute, le personnel de l'entraîneur le connaissent mieux, le connaissent beaucoup. Alors, c'est toujours important pour le personnel de l'entraîneur de connaître le joueur qu'ils vont choisir. Je pense que le fait que c'est un joueur de centre est très important. Encore là, des rôles. J'ai pas vu ses statistiques, mais peut-être un gars qui est très bon dans les mises en jeu, puis on sait que c'est important de bon dans les mises en jeu pour des entraîneurs. Ils valorisent ça d'une manière incroyable. Alors, c'est dur à comparer à Beckett Seneka. C'est lorsque les gens m'ont dit des fois, pourquoi pas Michael Age, mettons? Pourquoi pas pour une équipe canadienne? Puis ils disent, c'est parce qu'il se bat contre des Porter Marteau et des gars comme ça. Tu peux pas mettre ce gars-là sa quatrième main. C'est injuste pour lui. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi un gars comme Seneki, qui est pas un joueur de centre encore là, jouerait à l'aile, comparé à Pinelli, qui est un joueur de centre. C'est pas la même comparaison du tout. Je pense que c'est une des raisons. Encore là, je pense que j'ai la misère à croire qu'on n'aurait pas pu trouver l'autre joueur de centre, peut-être en amener un peu plus offensivement. Moi j'ai l'impression que des fois, le joueur qui joue bien sans la rondelle, on valorise ça beaucoup, mais je pense que tu aurais pu faire mieux. Rick, des fois, là, entre toi et moi, là, j'ai l'impression qu'il essaye de jouer au plus fin. Tu sais, tout le monde joue aux dames, là, puis les autres sont genre au Space Laser. Là. Comme, il a inventé un autre game. Hey, on va les avoir demain. Puis comme c'est du hockey, gang. Là. Ça va être correct. Là. Ça va jouer sa glace comme normalement. Le but, c'est de mettre la rondelle en arrière de la ligne rouge, derrière le filet, derrière le gardien de but adverse. Là. On ne réinventera pas la roue. Là.
Ben, écoute, je Une voulais, sélection comme ça, j'ai l'impression que on veut jouer au plus smart. écoute, Penary joue avec Ottawa, si je ne me trompe pas en ce moment. Avec Et Cameron est le coach de l'équipe canadienne, c'est l'entraîneur d'Ottawa aussi. Et il connaît. C'est ça la part qui arrive. Et on connaît des joueurs, on choisit des joueurs qu'on connaît. Ça arrive année après année. Mais puis tu le sais, là, en tant que gars qui épie des espoirs, tu le sais, là, le nombre de fois que les dépisteurs, là, ils vont voir le joueur dans une équipe. Puis à force de suivre toujours le même joueur, ils finissent par voir les gars à côté, tu sais, qui performent bien grâce à ce joueur-là. Je me rappelle avec les Olympiques, pas les Olympiques, mais l'Océanique de Rimouski, de la saison de Crosby, il y a eu genre 4 gars repêchés. Normalement, il y en aurait eu 2, mettons, max. Mais parce que Crosby était toujours dans la ligne de mire, on a vu les autres alentours, puis on a fini par tomber en amour. Ben là, c'est un peu ça, là. Pour ça, j'ai toujours été, quand même, le tournoi des 4 nations qui vont faire, puis le tournoi. J'aimerais donc que l'entraîneur ne soit pas un entraîneur affilié à une équipe en ce moment-là. Et choisir un entraîneur qui ne travaille pas dans une de ces équipes-là où tu vas aller choisir ses joueurs, ça serait beaucoup plus intéressant. C'est ça que l'histoire, souvent, c'est que l'entraîneur va valoriser les joueurs qui sont à l'aise, même pas les joueurs qui sont à l'aise dans son équipe, même dans sa ligue. Et Dave Cameron va aller vers les joueurs de l'Ontario parce qu'il les connaît, il a joué contre eux, il sait à quoi s'attendre, mais il ne connaît pas vraiment les joueurs de la Ligue de l'Ouest, il ne connaît pas vraiment les joueurs du Québec. C'est à cause, ça donne des impressions où est-ce que c'est pas mal répétitif, les mêmes joueurs dans les mêmes ligues qui arrivent. Je pense que je serais curieux de voir les pas que l'équipe canadienne a un québécois. Je pense que le plus de Québécois, ces amis-là, parce qu'on connaît le joueur, puis on sait quoi s'attendre. Ça arrive beaucoup, ça. Mm-hmm. Jerry Godbout demande, puis là je vais tweaker un petit peu parce qu'on a déjà mis de l'avant là, ton top 3 en attaque, ton top 3 en défense, ton meilleur gardien de but. Il te demande c'est qui le gars que tu vas épier, c'est qui ton joueur du tournoi. Puis là j'ai l'impression que c'est Gavin McKenna, fait que sors-moi une carte plus cachée, mettons. OK. Je vais en sortir quelques-uns. OK, vas-y, go. C'est une question que j'ai pensé quand j'ai regardé le tournoi, là, alors je pense qu'il y a... OK, Gavin McKenna, certainement. Moi, j'aime regarder les joueurs qui vont être repêchés. Une fois qu'ils sont repêchés, honnêtement, je les observe beaucoup moins. Je ne garde pas un œil qui est attentif aussi, là, mais. Alors, tu veux pas perdre ton temps. C'est non, juste... ben, je veux dire, j'aime bien regarder le hockey, là, mais entre le job à temps plein, regarder la Ligue nationale, regarder les espoirs, je peux pas commencer à regarder ici les joueurs qui ont déjà été là. C'est les 26 heures de hockey dans une journée, c'est pas mal beaucoup. Mais, écoute, on a mentionné Schaefer, on a mentionné Martin, évidemment. James Hagan est un autre joueur top 5 probablement. Il va jouer dans l'équipe américaine. Évidemment, on va garder un œil Bushy. Puis il y a aussi Anton Fondell et Rick Kirkland de la Suède. 2 joueurs très intéressants. J'adore le père de Eklund Williams qui joue avec San Jose. Moi, j'avais 2e son année de repêchage. C'est un joueur qui me fascine. On a regardé. Je vais regarder ces joueurs-là. Mais je vais vous donner encore 2 autres noms. Des joueurs qui sont déjà repêchés, mais qui me fascinent pour X raisons, là. Il y en a un qui est Juraj Pekarczyk, qui joue pour la Slovaquie. Ailier gauche, ailier droit, il est des 2 côtés, mais je pense qu'habituellement, il reste plus à l'aile droite. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a été repêché en 2023 et il avait été né 4 jours plus tard, il n'aurait pas été éligible au repêchage. Il était jeune à ce point-là. OK? Moi, c'est un joueur qui me fascinait beaucoup. Saint-Louis l'ont eu en 2e ronde. Pour moi, c'est un vol. Un parcours intéressant. Son année de repêchage, je vais jouer dans une Ligue junior en Slovaquie et se joindre à la USHL, je crois, avec des moyens de mémoire. Je jouais un an avec eux. Cette année, il a décidé d'aller jouer avec Moncton, la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars qui ne reste pas là longtemps, mais je trouve ça fascinant parce que je pense que c'est un gars qui veut prendre le plus d'expérience variée possible. Alors, ça, c'est un choix. Le deuxième, pour une raison très différente, je suis curieux de voir s'il va faire l'équipe, premièrement. Je pense que oui, mais s'il va faire l'équipe, c'est Trevor Conley avec le programme de IES. Si vous écoutez Processus, vous avez entendu parler de Trevor Conley. Oui, c'est en long et en large. Oui, c'est pas même plus que moi, même si moi, je l'aime plus que beaucoup d'autres joueurs. Moi, je l'avais 10e dans mon classement. Alors, c'est pas 2e, mais c'est 10e, ce qui est pas mal plus haut que beaucoup de joueurs. J'adore son talent individuel. C'est un gars qui a eu des problèmes dans le passé, où il a fait des déclarations regrettables, mais il y avait 15 ans dans le temps, ça a causé des problèmes. Il a été repêché par Vegas. Je pense 21 ou 22e.
Ouais, une affaire comme ça, ouais. Où est-ce que je vais être curieux de voir s'il va faire l'équipe américaine, c'est que au tournoi de moins de 18 ans, OK, souvent l'équipe américaine, ça va être l'équipe des moins de 18 ans. L'équipe nationale de moins de 18 ans, c'est une équipe qui joue ensemble à l'année longue. Mais il y a des joueurs qui sont pas éligibles à ce tournoi-là. Alors, on les remplace par des joueurs d'ailleurs. Trevor Conley s'est joint à cette équipe-là d'ailleurs. C'était pas un joueur qui faisait partie de l'équipe, il a été invité à faire partie de l'équipe pour ce tournoi-là. Et à la partie pour la médaille d'or, le US est en avance, je pense, par 2 buts. Et je pense au début de la troisième période, Trevor Conley prend une finition absolument ridicule pour un coup de coude à la tête d'un joueur pour aucune raison. Et le Canada revient, égalise la partie pendant cette pénalité majeure qu'il y a eu, et ils ont gagné le tournoi. Alors, je m'imagine Trevor Conley après la partie qui rentre dans le vestiaire. Et là, Ouais, les c'est gars, tous je suis des joueur chums. invité. Vous écoutez le tournoi, désolé. C'est tous des chums de la même, tu sais, formation qui suivent. T'as une couple Exact. tu sais, d'intégrer aux forces pièces, là, tu sais, ah ouais, rentre là-dedans, toi là. Puis c'est lui qui coûte le tournoi. Ouais, il s'est pas fait Exact. d'amis là-dedans, je suppose. Non, non, pas du tout. Mais, écoute, on peut pas lui enlever son talent, là. C'est un patineur fabuleux. Il est pas gros en termes de poids. Je pense qu'il a seulement 190 livres, mais la façon qu'il rentre dedans, on dirait qu'il est 200 livres. C'est un fonceur. C'est un gars qui peut faire un chip comme attaquant d'1 minute et demie, mais on dirait qu'il a une sorte de force physique ou comment on dit en anglais, de stamina en plus finir. Il joue avec plein d'énergie. Il a un tir du poignet absolument foudroyant. Un tout petit peu, des fois, à la Gaston Gingras, qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller exactement, là, mais c'est fort, puis ça rentre, et c'est intimidant. Mais c'est tout un joueur talentueux, et s'il arrive à se placer, ça va être vraiment un joueur amusant à regarder. Alors, ces deux-là, Duval Pekarczyk et Trevor Conley, 2 jeunes joueurs que j'aime beaucoup, déjà repêchés. Je suis curieux de voir le tournoi qui vont connaître. Gaston Gingras, que je n'ai pas vu jouer, mais j'ai entendu dans les matchs des anciens, même à un âge très avancé, c'était lui qui avait encore le tir le plus sec de toute la gang. Incroyable. Une puissance folle. Lorsqu'il jouait pour le Canadien, des fois, il manquait son coup. Alors, des fois, puis je l'ai déjà rapporté Gaston Gingras quelques fois. Il a même été comme entraîneur pour un tournoi pour ma fille. Pas un tournoi, mais je veux dire, une sorte de formation, puis il était super bien avec elle, mais des fois, là, c'était un lancer foudroyant, lourd. Tout le monde se jetait à terre à part le gardien de base. Dans le temps des pads en cuir. Oui, exact, oui. On a parlé des clubs qui vont être présents, des joueurs qui vont être présents, mais je pense qu'on n'a pas le choix de parler de ceux qui ne seront pas là. La Russie, ils n'ont pas fait de formation, on s'entend, ils ne seront pas là, fait qu'ils ne pourront pas gagner de médaille, mais tu les vois comment dans l'échiquier? Tu sais, quand tu regardes le bassin de talent de jeunes joueurs versus les autres pays, tu les positionnerais où? Puis là, c'est dur parce qu'il n'y en a plus de compétition internationale. Fait que c'est dur de les comparer parce qu'ils ne jouent plus les uns contre les autres. Là. Mais tu verrais ça comment, toi? Très bonne question. C'est difficile à prévoir. Je pense pour moi, c'est difficile à prévoir parce que leurs gardiens, leurs défenseurs sont imprévisibles, généralement. Puis beaucoup de leurs joueurs jouent dans la NHL, qui n'est pas une ligue super compétitive. Je pense que c'est la ligue junior de la Russie. Mais ils ont beaucoup trop de joueurs, beaucoup d'autres équipes, dans cette ligue, d'après moi, pour soutenir autant de le talent, de bassin de talent qu'ils ont. Puis c'est des équipes non seulement ça, je pense qu'ils ont 26, 27 joueurs. Des fois, c'est papier de joueurs d'équipe papier. La compétition est pas très forte. Le côté politique, malheureusement, de cette organisation est pas fameuse. On voit ce qui se passe avec Demidov en ce moment en Russie. Est-ce qu'il aurait gardé des joueurs comme Demidov qui resteront pas en Russie pour ce tournoi? Je ne sais pas. Mais on va faire semblant que oui, ils les ont gardés. Il y aurait une attaque absolument fabuleuse. L'attaque serait vraiment bonne, créative. Les Russes ont la réputation des joueurs de finesse, mais de plus en plus, il y a une mesure physique qui te font sentir lorsque tu joues contre eux. Mais encore là, la défensive nous inquiète un peu, puis les gardiens, je pense que c'est pas fameux de ce côté-là. Mais je pense qu'elle était troisième, quatrième dans le tournoi. Je pense que c'est vraiment des aspirants importants pour la médaille de bronze maintenant. OK. Et dans ceux là, qui vont être là, ça va être quoi ton podium selon toi? Je pense que ça va être
comme un peu comme d'habitude, là, ça va jouer entre le Canada et le US. J'aime un peu mieux le Canada en ce moment parce que je pense que leur attaque. Premier trio contre premier trio, ça s'équivaut, mais je pense que le Canada a le deuxième trio un peu plus intéressant, qui est capable de produire un peu plus d'offensive. Je pense qu'il y a des joueurs comme Calum Ritchie qui a commencé à vraiment prendre des pas avant. Jet Luchenko qui a joué un peu avec Télégraphie, qui a très bien fait. Bradley Nadeau qui est un joueur créatif, qui a joué lui aussi qui joue avec Chicago dans la Ligue américaine de hockey, qui est quand même un niveau plus élevé. Alors, ça va être intéressant de voir aller. Carson Westhoff, qui est un joueur qui a été choisi en deuxième ronde par Seattle. Tous les talents, on adorait ce joueur-là, 6 pieds 2, 210 lignes, joueur très doué offensivement, mais c'est un joueur qui était très irrégulier l'année dernière. Il y avait des poissons où est-ce qu'on voyait, puis on ne remarquait pas du tout. Cette année, il s'est vraiment mis en marche. Il a vraiment corrigé beaucoup ce problème-là. Alors, c'est un joueur qui a quand même pris des gros pas avant. Alors, il va être intéressant de regarder. Alors, je pense que le deuxième, troisième trio du Canada va être plus intéressant que celui des États-Unis. La défensive et les gardiens, ça s'équivaut. Alors, ça va être la différence. En troisième place, tous les années, je pense que ça va être la Suède. Et généralement, c'est la Suède. Et je pense que cette année, ça pourrait être la même affaire. La Slovaquie n'a pas la profondeur, je pense, nécessaire. La Finlande est une équipe intéressante, mais ils ont tendance, d'après moi, à être un peu trop structurés. Alors, c'est toujours du jeu clos safe. Et ça mène pas beaucoup à... Ils n'ont pas la capacité de faire la différence. Ils n'ont pas le breakout de faire la différence pour une partie serrée. Alors, je pense que ça va être un peu Canada, US, Suède. Oui, puis ça impliquerait pour la Finlande de justement surpasser les États-Unis et le Canada. Exact. C'est un bon point, c'est vrai. Je ne vais pas aller si loin que ça dans mon analyse, c'est vrai. On a des questions. Ben, en fait, j'ai des questions, puis on a un auditeur qui a des questions pour toi, plus sur le prochain draft en tant que tel. Sébastien Cadieux qui te demande, c'est qui ton top 5 jusqu'à maintenant en vue du prochain repêchage? OK. Alors, pour moi, en ce moment, numéro 1, j'ai vraiment... ça peut vraiment à l'aise de dire que c'est Shaper, puis je pense que ça va rester Shaper. Je pense que le défenseur comme ça n'arrive pas souvent que t'en vois un. Si développé à Sears and House, capable de faire beaucoup offensivement sans trop s'attaquer la défensive. Physiquement, il est vraiment développé. Coup de patin vraiment développé. Alors, j'ai Shaper. En 2 et 5, c'est là où ça va jouer. Ça va vraiment aller au party. J'ai Hagen, j'ai Fondell, j'ai Misa, j'ai Martin. Alors, Hagen est pour moi un peu comme un Nick Suzuki, mais plus rapide. Super intelligent, très impliqué, mais c'est pas le plus beau joueur de centre. Je pense qu'il est encore 5 pieds 10, peut-être 5 pieds 11. Il joue dans le programme collégial américain, où est-ce qu'il fait très bien quand même, mais c'est un peu un dépôt pour un joueur de centre. Misa, qui est un joueur de centre un peu plus costaud, très créatif, produit une tonne d'offensive. Mais je ne sais pas si, dans la Ligue nationale, c'est un vrai joueur de centre. Il pourrait peut-être être un médier. On n'est pas sorti encore, mais il produit beaucoup, beaucoup offensivement. Pondell est un gros joueur de centre. Je dirais gros, je dis pas si pétable. Je pense qu'il est environ 6 pieds, 195 livres. Il joue dans la SHL, à la Ligue de Suède, puis produit bien. C'est un joueur qui est consciencieux des deux bords. Mais c'est un joueur, des fois, qui est un peu, je devrais dire, tellement patient qu'on dirait des fois qu'on aimerait des fois qu'il fait un peu plus. Mais je pense que c'est plutôt dans son cas parce qu'il joue contre des hommes, alors il essaie de faire un peu plus attention à son jeune âge, mais je pense qu'il a un potentiel offensif très intéressant, puis il a le physique de l'emploi aussi. Et Martin, qu'on a parlé avant, gros gabarit qui rentre dans le tas, le power forward du repêchage. À part ça, il y a des gars comme Eklund qui pourraient rentrer dans le top 5, on ne sait pas. Ça va vraiment se finaliser comme à tous les repêchages. Pour moi, c'est dès le mois. En février, en vrai, c'est là où est-ce que le classement vraiment se termine et s'arrête. Mais je pense qu'on va regarder à ces 5-là, vont être dans le top 5 cette année. Qui tu verrais qui s'est le plus amélioré jusqu'à maintenant cette saison? Tu sais qu'il y a eu une progression dans où est-ce que tu le voyais? Tu sais, peut-être qu'au départ, il n'était même pas sur ton radar. Puis là, plus ça avance, plus... C'est une bonne question. C'est une question que je peux pas vraiment répondre en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que maintenant, puis le mois jusqu'au mois de janvier, lorsque je regarde des joueurs, je pense pas beaucoup à classement ou à je fais juste prendre des notes sur les joueurs que je vois. L'année, il n'a pas eu assez jusqu'à présent, l'année n'est pas assez
il n'y a pas eu assez de temps dans l'année pour voir une amélioration. Donc, c'est vraiment dès le mois de janvier qu'on va commencer à voir qui s'est le plus amélioré ou non. Là. Alors, je pense qu'on est un peu tôt pour penser à amélioration ou non en ce moment. Là. OK. En terminant, Rick, ouais, en terminant, j'ai pas mal fait le tour de mes questions, à moins que tu avais d'autres choses que tu voulais amener dans la discussion. Je voulais savoir, question un petit peu piquée, là. Es-tu jaloux? Parce qu'on a appris dernièrement que Simon Boisvert, a.k.a. le Snake, avait été embauché par un club junior. Il n'a pas dévoilé le club parce qu'il veut pouvoir continuer à faire processus et tout ça. Puis je sais que tu le connais, donc je me demandais, tu es jaloux? Non, vraiment pas. C'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit depuis quelques années. Je dois dire ici. Pour faire ce type d'emploi-là, tu vas être comme dédié à 100%. Et je pense, rendu à mon âge, je suis plus dédié à 80%. Je veux garder un 20% pour, tu sais, j'ai commencé à prendre des cours de boxe il y a quelques années. J'ai commencé à prendre des cours de jiu-jitsu il y a quelques années. Je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment hors de ma zone de confort. Surtout à mon âge, de commencer quelque chose comme ça à 51 ans, c'est pas accepté. Je t'ai dit que j'étais tout d'accord avec ce qu'on avait dit, ce que tu as dit, hein. Je m'estime pas pense que du tout, hein. c'est bon pour toi d'être intimidé, t'inquiète pas. Mais j'aime explorer beaucoup de choses, j'aime garder un tour. Alors, je suis vraiment content pour Simon, l'équipe qu'il a engagé a réussi un bon coup, aucun doute. J'admire beaucoup son courage d'avoir des opinions très prononcées, puis il s'en cache pas, puis il reste, il dédie pas, il est pas intimidé. C'est sûr que l'équipe me contacterait et me dirait, attends, on serait intéressé à t'engager. J'écouterais au moins, bon, peut-être que je peux apporter quelque chose, je sais pas, là. Mais c'est pas quelque chose que je recherche nécessairement. Donc, je suis vraiment heureux de faire des entrevues avec toi, c'est super, puis j'aime jaser avec le monde. Tu sais, ça me convient. Mais si quelqu'un m'attend, c'est sûr que c'est pour le publicité, j'écouterais, là. Oui. Ben, en fait, moi, tu sais, moi, je le lançais surtout à la blague. Là, je m'attendais pas à ce que tu me dises, ouais, Simon, là, il m'a dépassé. Non, tu sais, je m'attendais pas à ce que tu me dises. Je pense qu'on est, comme je dis, c'est un gars, je sais pas que je jase avec lui. Et le personnage de Snake est vraiment l'équivalent du personnage de Simon. Quand tu lui parles, il est intéressé, il écoute aussi. Il ne fait pas juste donner son opinion, mais il écoute. S'il est d'accord, il va te faire. S'il n'est pas d'accord, tu vas le savoir. Mais s'il est d'accord, tu vas le savoir aussi. Il dit, c'est bien, tu vas faire un bon point. Puis, lors des émissions avec Mathias, j'avais trouvé ça tellement bien parce qu'on parlait il parlait des deux de joueurs choisis plus loin dans le repêchage qui ont du succès. Puis Simon a dit, Rick avait dit que David Savard allait avoir une bonne carrière lorsqu'il était jeune pour le choix de 4e ronde, puis c'est ça de l'avoir fait. J'ai trouvé ça smart de sa part, de donner de crédit à d'autres personnes. Même si je dis donner de crédit, là, je me suis trompé souvent, là, je dis pas que sur celle-là, j'ai eu raison. Il a réussi une belle carrière pour un gars qu'on s'attendait pas autant. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial de sa part de l'avoir remarqué. Il y a cette confiance de donner crédit aux autres, puis je trouve ça bien correct. Moi. Alors, je souhaite beaucoup de succès. Là. Il mérite. Processus, c'est une bonne émission. Là. J'aime bien écouter. Ouais, c'est excellent. C'est bon. J'écoute religieusement. Tu as des entrevues toujours très intéressantes avec des gens que des fois, on connaît moins, mais tu donnes l'opportunité à des gens de se faire connaître, puis c'est génial de ta part. Et le processus, c'est une bonne émission. J'écoute beaucoup de Trap Cash. J'écoute Montreal Hockey Talk avec mon ami Costa, qui est super intéressant. Il chante super, il y en a tellement de bons. Et je pense qu'il est important de le remarquer pour de faire savoir aux gens qu'il y a beaucoup de bonnes émissions là-bas. Puis, le tien, j'aime beaucoup le fait que tu donnes la chance à des gens intéressants de se faire connaître. Pour les bonnes invités, tu prends des bonnes questions, puis c'est ça bien. Ben, merci beaucoup, Rick. Je trouve ça très gentil de ta part de me lancer des fleurs comme ça. Moi, tu sais, à la base, je fais des demandes d'entrevue pour des gens que je trouve intéressants. Donc, après ça, ben, je suis content que les gens ressentent ça, que ce sont des personnes intéressantes et qu'il y a un intérêt à aller les suivre. Moi, j'ai une question pour toi, Fred. Ouais. Une question qu'on les gens se posent beaucoup sur les réseaux sociaux depuis certain temps. Et je pense qu'on en avait parlé, je pense que tu en avais parlé un peu avec Alexandra la semaine dernière ou il y a 2 semaines.
Après un statut de l'année, c'est quoi le premier défaut que tu corriges chez le Canadien? C'est où est-ce que tu dois concentrer tes efforts? C'est-tu à la défense ou au centre? Défense droite, là, pas à gauche. Défense droite ou au centre? Tu vois ce que tu commences où, là, de régler quel problème avant? Ben, moi, je pense que le Canadien a franchement besoin d'un défenseur droitier pour venir pallier, parce que là, en ce moment, tu as juste David Savard qui est capable de faire cette job-là. Sinon, ben, Kaden Goulet, mais là, tu l'handicapes. Là. Tu sais, il est capable, là, mais on voit clairement qu'il est plus à l'aise du côté gauche. Fait que moi, si le Canadien avait amélioré quelque chose pour cette saison, ce serait un défenseur droitier. Par contre, la nuance que j'amène, c'est que moi, je n'irais pas juste chercher un gars de 35 ans pour finir la saison. Non. Tu vas chercher un défenseur droitier, je veux qu'il soit dans la même lignée que les Alex Newhook, les Kirby Dack, que ce soit un gars établi qui n'a peut-être pas eu totalement sa chance, qu'on pense qu'à Montréal, ça va être un meilleur fit et il fera partie de la solution pour les prochaines saisons. C'est là qu'on se rend compte que ça a fait mal les échanges de Jordan Harris puis Jonathan Kovacevic, qui étaient des stabilisateurs en défensive. Ouais. Là, moi, j'aime pas ça parce qu'ils sont encore jeunes. Il est encore jeune, mais Justin Barron, là, je pense qu'on a fait le tour du projet. Malheureusement, depuis le coup de Trouba, on dirait qu'il y a une certaine inquiétude dans son jeu. Il se débarrasse de vendeur plus rapidement. Par ailleurs, Trouba aurait été la solution parfaite pour 2 ans. Oui, mais là, il coûte cher. Puis je ne sais pas si le Canadien était prêt à faire ce genre de mouvement-là. Il n'est pas prêt à venir ici là, parce qu'il avait dit dès le début une équipe canadienne n'était pas une option à cause de son épouse est médecin puis elle va travailler aux États-Unis. Alors, c'était pas réaliste pour lui de venir au Canada. Moi, je me demande si Jeff Gorton, si mettons qu'il n'y avait pas eu ce paramètre-là dans l'équation, je me demande jusqu'à quel point Jeff Gorton aurait été partant pour aller le rechercher. Parce que nous, on a l'impression que c'est un bon gars d'équipe parce que, tu sais, qu'il y avait le C, il y a plusieurs de ses coéquipiers qui ont parlé de lui, mais, tu sais, c'est un gars qui a un gros salaire, qui aujourd'hui est surévalué par rapport à ce qu'il donne sur la glace. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce qu'il amène dans une chambre de hockey est réellement positif. Puis ça, Je pense que ça va évaluer la tonne juste pour les minutes qu'il pouvait prendre. Ouais. Il enlève des minutes à Goulet qu'à la gauche, à la droite, il se fait toujours blesser, il se fait toujours rentrer dedans. C'est vraiment, puis ça ne mélange pas le résultat pour un an ou deux. C'est un stop-gap pendant un an ou deux, là, en autre mot. Des minutes à la droite que l'équipe a besoin. Ouais, mais deviens-tu le président du club des malcontents, tu sais, des mécontents? Ah, mais ça, c'est d'autres choses. C'est ça, là, tu veux que le club s'en aille entre les mains des jeunes, que ce soit eux qui se développent. C'est un gros coq là, qui rentre dans la place, puis que ça rentre dans la façon. Je me demande si, puis tu sais, Jeff Gorton est une des personnes qui aurait pu avoir une parcelle de réponse. Là, comme tu dis, le marché canadien, pour lui, c'était une non-avenue, là, vu la carrière de sa femme. Puis c'est bien louable, là, je comprends ça, il y a un facteur humain. Là. Mais ouais, défenseur droitier. Sinon, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il continue à perdre. Là. Aucun problème avec ça, même l'année prochaine, parce que moi, Gavin McKenna, ça me tente. J'aimerais ça. Puis, pendant des années, là, on ne se connaissait pas à l'époque, toi puis moi, Rick, mais moi, pendant des années, j'ai chialé contre Andrew Hammond. Parce que moi, j'habite Gatineau. Puis la saison d'Andrew Hammond qui est partie en feu, les Sénateurs avaient un billet de loterie McDavid. Et le Hamburglar est parti sur une chire. Il a amené ce club-là en série. Ils se sont fait sortir en première ronde et ça a servi à rien. 3 semaines de bonheur versus 15 ans du meilleur joueur au monde. Moi, je préfère le billet de loterie. Fait que l'année prochaine, ça veut pas dire qu'il va venir. Mais moi, je préfère le billet de loterie à un gars qui passe une ballonne puis qui ne sert à rien dans 2 ans. Je pense que le propriétaire qui veut faire l'achat n'aurait pas la même opinion que le tien, mais je comprends. Non. Je comprends. mais c'est ça. Je pense que les Sénateurs, imagine, comme aujourd'hui, les Oilers sont en finale de la Coupe Stanley, puis c'est un club aspirant à la Coupe Stanley. Si c'est les Sénateurs qui le ramassent, c'est un peu l'équivalent qui se retrouve. Là. La formation des Sénateurs, c'est plus le même club aujourd'hui. Puis les Oilers, on rentre dans un univers parallèle. Là, mais ça change le visage d'une organisation, ce genre de talent-là. Puis regardez bien ça, il va se ramasser avec Pittsburgh, Gavin McKenna. C'est pas impossible parce que ça va mal aller à Pittsburgh. Ils s'en sortiront pas longtemps avec l'âge des joueurs qui vont. Fait que, tant qu'à ça, moi, je préférerais qu'ils viennent à Montréal.
En tout cas, gros merci, Rick, pour ton passage sur le show encore une fois. On va se reparler, c'est sûr, cette saison, proche du repêchage, puis une fois de temps en temps, là, si tu as le goût de venir faire une saucette. D'ailleurs, tu parlais d'Alexandra tantôt, elle te fait le salut à distance. Elle pouvait pas, c'était moins elle est moins dans le hockey junior, fait qu'elle trouvait pas que c'était ça, là, que ça allait amener quelque chose d'intéressant Oh. au show, mais elle te salue bien Ah, ben entendu. super, Alessandro, salut. Puis je sais qu'elle est super occupée avec sa carrière, puis elle va bien, puis c'est vraiment bien. Je suis tellement fier d'elle. Je suis fier de l'avoir Ah, comme c'est- ami. Je ne sais pas si ça va écouter jusqu'à là, mais ça, c'est gratis, Alex. Tu me dois rien. Je suis fier de toi. Gros merci, Rick. Merci à Merci. tous nos auditeurs. Si vous voulez nous encourager à avoir encore plus de contenu, on vous invite à visiter le patreon.com/, les glorieux. En passant par là, ben, vous avez accès à, quand il y a des épisodes sans invité, on a un après-show avec une demi-heure, 45 minutes de plus de contenu. Je fais à l'occasion des shows en solo. Je fais juste ouvrir mon téléphone, puis quand il y a quelque chose qui me passe par la tête, une actualité qui m'interpelle, je fais un mini-show comme ça. Donc, ce genre de contenu-là, c'est à votre guise le montant et ça vous permet de nous encourager. Sinon, partagez notre contenu. Vous êtes plus de 2400 sur Facebook à nous suivre. On est sur TikTok aussi. On est sur Blue Sky, juste pour pas se faire voler le nom. Mais on est sur Blue Sky. Éventuellement, on va mettre du contenu. Mais c'est ça, tu sais, la page Facebook des Glorieux, ça marche à côté. Je suis vraiment très, très content. Donc, partagez notre contenu, parlez de nous, puis continuez à nous suivre. Après le temps des fêtes, on a des bons invités qui s'en viennent. Je ne vous mentionne pas les dates tout de suite parce que ça, c'est pas coulé dans le béton, mais nous aurons Anthony Marcotte, la voix du Rocket de Laval et journaliste sur le beat du Canadien et qui a fait les mornings à BPM cet été. Et nous aurons aussi Guillaume Lepage, journaliste pour le NHL.com. Guillaume qui avant couvrait les Saguenay, Chicoutimi, que je connais depuis des années parce qu'on a commencé notre carrière dans les médias en même temps. Donc, ces deux-là vont venir sur le show séparément. On n'a pas les dates encore de booker, mais ils m'ont déjà confirmé qu'ils acceptaient l'invitation. Donc, quand tu parlais d'avoir des gens intéressants et donner la parole, je pense que là, c'est deux coups de circuit, pas à peu près. Je suis vraiment très, très fier de pouvoir les avoir sur le show. Voilà, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, tout le monde. On se reparle après le Mondial Junior. Rick, je pense qu'on va se faire un petit show de revue du tournoi. Ça se peut-tu, Ah, ça? 100%, j'adore Ça ça. serait cool, hein? J'aime beaucoup les soirées de ski talker avec vous et avec vos éditeurs. C'est super le pas. Yes. Ben écoute, voilà, on vient de se booker ça live. On trouvera une date, là. Ça finit le 5. 5 janvier, genre le 6 ou le 7, là, on risque de jaser. Merci tout le monde et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye!